sens? La stratégie de l'amalgame atteint un niveau presque mystique avec la comparaison de symboles réputés antisémites. Des sites internet d'opposition à la guerre en Irak reproduiraient des symboles utilisés par des antisémites, et donc, par la pensée magique de l'amalgame, ceux qui protestent contre la guerre en Irak seraient eux aussi des antisémites, leur cause cacherait donc la haine et le racisme. En appliquant ce grossier amalgame, on pourrait ainsi déduire que le réalisateur du documentaire, Antoine Wittkin, est lui aussi un antisémite, puisqu'il utilise lui aussi, sur la couverture de son livre Les Nouveaux Imposteurs, la symbolique soi-disant antisémite des mains entourant le monde. Après l'extrémisme et l'antisémitisme, le documentaire assimile la dénonciation du complot gouvernemental à la recherche d'audience, des journaux à sensation et des émissions de divertissement. Le public du plateau a mordu à l'hameçon. Mais cette émission n'a pas suffi à faire de Ben Perry une star. Peut-on vraiment devenir une star en exploitant le drame du 11 septembre? Les dizaines de livres et de films publiés sur le sujet ont-ils fait l'objet de campagnes de publicité? Ont-ils été plébiscités par les médias, ou au contraire ce sujet est-il systématiquement ridiculisé et étouffé par les faiseurs d'opinion? Les Guignols de l'info sont un pur produit de leur époque. Cette émission satirique à succès, imitée dans toute l'Europe, a su saisir le grand besoin de simplification. Après avoir fait référence à la série télé X-Files pour présenter Ben Perry, et aux Guignols de l'info pour appuyer le détournement de ses propos, le documentaire retrouve chez ces mêmes Guignols de l'info le même mécanisme de simplification qu'il avait repéré dans la théorie du complot gouvernemental. Par cet amalgame à un divertissement reposant sur la caricature, les néoconservateurs du meilleur des mondes cherchent à nous montrer ainsi que la théorie du complot gouvernemental serait inspirée par une vision caricaturale de la réalité. Ce serait un produit de l'ère du temps, qui suit la tendance de son époque. En dehors des stratagèmes de dénigrement, de simplification et d'amalgame, assez grossiers pour un documentaire à prétention culturelle, des mécanismes psychologiques plus subtils et proprement pathologiques sont utilisés pour refuser de reconnaître la réalité. La dénégation est un mécanisme de défense qui réfute la réalité à l'aide d'énoncés qui s'opposent à cette réalité, mais qui s'excluent mutuellement et forment un argumentaire incohérent quand ils sont pris tous ensemble. Freud illustre ce mécanisme de défense défectueux qu'est la dénégation par l'histoire du chaudron. Un homme emprunte un chaudron à un ami, et quand il le lui rend, l'ami se plaint que le chaudron soit percé. Pour se défendre, notre homme déclare « Je ne t'ai jamais emprunté ton chaudron, et puis quand je te l'ai emprunté il était déjà percé, et de toute façon je te l'ai rendu intact. » Cette attaque a été tellement médiatisée, tellement parfaitement mise au point, que le soupçon naît en quelque sorte de sa clarté. Elle est si évidente, elle va tellement de soi, et en même temps elle est tellement invraisemblable que les gens disent ça n'est pas possible, ça ne peut pas être arrivé comme ça, donc c'est que forcément il y a quelque chose derrière, et alors évidemment c'est la vieille question à qui profite le crime. Bruckner nous explique la naissance de la théorie du complot gouvernemental. L'explication officielle du complot islamiste paraît trop simple et trop invraisemblable, alors certains refuseraient l'évidence et se perdaient en fantasmes et en spéculations, tels des paranoïaques. C'est trop simple, alors ils chercheraient des complications. Le complot est un réducteur de complexité. Ce qui était obscur devient clair, ce qui était compliqué devient simple, il n'y a plus qu'une seule personne. Bruckner nous propose maintenant le schéma inverse. La théorie du complot gouvernemental serait la simplification d'une réalité trop complexe. Tout ça est trop compliqué, alors les idiots simplifieraient en désignant un seul coupable. Bruckner se contredit donc lui-même en avançant deux arguments contradictoires qui reposent sur deux appréciations radicalement opposées des attentats du 11 septembre. D'un côté, les attentats seraient clairs, évidents, et la théorie du complot gouvernemental chercherait à compliquer l'évidence. De l'autre, ces attentats seraient complexes et obscurs, et la théorie du complot gouvernemental chercherait à clarifier et à simplifier le complexe. Les raisons qui ont été avancées n'étaient pas les véritables raisons. Les véritables raisons étaient la lutte contre le terrorisme, le remodelage du Proche-Orient. Il suffisait d'écouter Bush, Powell et les autres pour l'entendre. Voici un exemple d'argumentaire contradictoire qui révèle encore une dénégation. D'un côté, Bachar dit que les raisons avancées par Bush n'étaient pas les véritables raisons. De l'autre, la voix off nous dit que pour trouver les véritables raisons, il suffisait d'écouter Bush. Ces deux arguments contradictoires apportent pourtant la même conclusion. Il n'y a pas de complot qui tienne. Le déni est un mode de défense défini en psychanalyse comme un refus par le sujet de reconnaître la réalité d'une perception traumatisante. Alors que la dénégation oppose des énoncés non cohérents à la réalité dérangeante, le déni est un refus de prendre en compte une telle réalité. Ce mécanisme est particulièrement invoqué par Freud pour rendre compte du fétichisme et des psychoses, où il ferait coexister dans le moi deux positions inconciliables, induites par deux types différents de défense. L'une porterait sur la réalité extérieure,
et serait le déni d'une perception de la réalité, l'autre porterait sur un élément fondateur de la réalité humaine et serait le déni d'une théorie explicative des faits. À l'ONU, Colin Powell présente des preuves qui n'en sont pas. Ces mensonges, ces à peu près, renforcent l'idée que les États-Unis dissimulent des buts inavouables. Colin Powell a-t-il menti purement et simplement en inventant des preuves, ou bien a-t-il produit des à peu près de preuves, comme aimerait nous le faire croire le journaliste? Cet abus de langage permet de dénier la réalité du mensonge américain à l'ONU. Ils ont menti en présentant de fausses preuves, mais pourtant ils sont sincères. Je pense que l'administration américaine, et George Bush en particulier, ont fait preuve d'un immense manque de pédagogie au sujet de la guerre en Irak, non seulement de pédagogie, mais de sincérité. Et c'est vrai que le fait que l'on a décrypté petit à petit, en se donnant énormément de mal, quelles pouvaient être les véritables intentions de ce gouvernement au sujet de l'Irak, ça entretient la paranoïa. Nicole Bacharan nous dit donc qu'il aurait fallu plus de pédagogie pour éviter la paranoïa. Selon le Petit Larousse, la pédagogie est la théorie ou la science de l'éducation des enfants, et c'est aussi la qualité du bon pédagogue. Depuis Edward Bernays et la généralisation des relations publiques, l'opinion a été habituée à ce qu'on lui donne à retenir une vision acceptable de la réalité. Il ne faut pas dire qu'on fait un coup d'État illégitime au Guatemala pour défendre des intérêts marchands, il faut dire qu'on combat le communisme. Nicole Bacharan reconnaît l'immense manque de sincérité de l'administration américaine et l'opacité de ses véritables intentions, mais refuse d'y voir un manque d'honnêteté. Elle instaure ainsi un espace d'interprétation où quelqu'un peut à la fois mentir et être honnête. L'administration manque de sincérité, mais l'administration est sincère. Ici, c'est la théorie explicative des faits qui est déniée. La perception du mensonge américain est reconnue, mais la réalité de cette perception n'est pas intégrée dans le discours. Cette perception d'un mensonge américain est purement et simplement ignorée, parce qu'elle est inconciliable avec l'image de l'Amérique que Nicole Bacharan s'est construite et qu'elle veut nous faire partager. La théorie du complot tourne toujours autour d'une avidité commerciale et d'une avidité de s'approprier les ressources naturelles, essentiellement le pétrole. Toute initiative américaine est vue à l'aune du pétrole. C'est tout à fait juste que George Bush a toujours en tête le pétrole. Où est-il? À quel prix? Et de quelle manière va-t-il avantager ou non l'industrie et l'économie américaine. La théorie du complot prétendrait donc que Bush a menti pour aller en Irak, car en réalité, il y convoiterait le pétrole. Bacharan nous a déjà dit que d'après elle, les raisons avancées par Bush n'étaient pas les bonnes. Elle nous dit maintenant que les intérêts pétroliers sont tout à fait clairs et qu'ils sont une préoccupation constante de Bush. Elle donne donc une confirmation des deux termes de ce qu'elle appelle la théorie du complot, à savoir que Bush convoite le pétrole et qu'il a menti pour aller en Irak. Pourtant, Nicole Bacharan refuse la théorie qui explique que ce mensonge est une conséquence des intérêts pétroliers. Ce qui, à mon sens, défait totalement la théorie du complot à cet égard, c'est que c'est très très clair. Les intérêts pétroliers sont clairs, ils ne sont pas cachés, il n'y a pas besoin d'aller soulever des coins d'ombre. Au motif que les intérêts pétroliers sont clairs, Bacharan dénie qu'il puisse être à la cause du mensonge américain. Elle reconnaît les éléments de la réalité qui font penser que Bush est malhonnête, mais elle refuse de reconnaître toute malhonnêteté de la part de Bush. Ces éléments de la réalité n'ont ainsi pas de conséquences. Bacharan reconnaît les percevoir, mais refuse de les prendre en compte, comme s'ils n'existaient pas. Elle n'essaie pas d'argumenter le fait que Bush est honnête, malgré les apparences. Elle n'explique pas le mensonge américain devant l'ONU, ni n'invoque des intérêts américains autres que les intérêts pétroliers pour envahir l'Irak. L'aveu qu'il n'y a pas besoin d'aller soulever des coins d'ombre est surtout une injonction à ne pas chercher d'explication aux éléments dérangeants de la réalité. Ce qui est incohérent avec l'honnêteté de Bush doit être ignoré au profit de ce qu'il nous arrange de croire. Il faut maintenir l'image radieuse de l'Amérique, quitte à ignorer la triste réalité.